Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'économie numérique au Cameroun. La première vidéo que j'ai enregistrée récemment posait déjà le cadre de l'économie au Cameroun en définissant le concept et en annonçant à peu près quel était l'objectif du projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, à savoir de dévoiler comme ça une boîte d'outils méthodologiques qui permettra aux différents acteurs, à savoir PME, entrepreneurs, étudiants, commerçants, à pouvoir améliorer leur activité et accroître leur chiffre d'affaires en se basant sur l'état actuel de l'économie numérique au Cameroun. L'un des problèmes majeurs dont on avait parlé, qui consistait un frein à l'expansion de cette économie numérique, était notamment le problème de paiement en ligne pour des plateformes de e-commerce au Cameroun. Et je me proposais comme ça de vous suggérer une solution que je trouve pour ma part efficace, à long terme en tout cas, pour pouvoir résoudre ce problème de façon définitive, je dirais, parce que ça sort un peu des canaux traditionnels et habituels des modes de paiement que l'on connaît. Donc, je suis François-Xavier Ndimgou et pour ma présentation complète, vous pouvez voir la vidéo précédente. Donc, au cours de cette vidéo, nous allons parler des méthodes existantes de paiement électronique, si vous voulez, au Cameroun. Et je vous montrerai un cas pratique ou bien une illustration de ce que c'est que le paiement électronique au Cameroun et de façon générale, pour qu'on comprenne exactement de quoi nous sommes en train de parler. J'introduirai donc la solution que je propose pour résoudre ce problème à savoir le Bitcoin comme étant une monnaie numérique. On va définir le concept, qu'est-ce que le Bitcoin, décrire à peu près les composants basiques, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails techniques dans cette vidéo. On verra à peu près quelles sont les forces et les faiblesses de cette nouvelle monnaie numérique qui vient comme une forme de révolution du domaine financier dans le monde entier. Donc, je vous donnerai les bribes de ce que c'est que cette monnaie aujourd'hui. Mais dans la prochaine vidéo, on entrera en détail dans les détails techniques de la technologie elle-même pour comprendre exactement comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez créer votre compte Bitcoin en moins de 5 minutes. Un compte Bitcoin qui est aujourd'hui l'équivalent d'un compte bancaire que l'on peut avoir dans des banques dites traditionnelles. Donc, dans l'environnement camerounais aujourd'hui, on a comme mode de paiement électronique basiquement le paiement mobile, à savoir Orange Money, MTN Money, qui sont les plus répandus. Peut-être y en a-t-il d'autres, mais ces deux sont les plus répandus parce qu'utilisés par le plus grand nombre. On a aussi le paiement par carte de crédit, mais qui lui est moins répandu. Pourquoi? Parce que le taux de bancarisation dans notre pays n'est pas très élevé. Et même, toutes les banques aujourd'hui n'offrent pas les cartes de crédit à leurs clients ou à leurs consommateurs. Quoique, même ceux qui ont les cartes de crédit ne peuvent pas facilement les utiliser de façon courante dans les commerces, dans les petits marchés et autres, parce que les commerçants eux-mêmes ne supportent pas encore ce type de paiement. Donc pour l'instant, les modes de paiement les plus répandus sont Orange Money et MTN Money, qui constituent quand même une avancée majeure dans le système de paiement électronique au Cameroun parce que ça a facilité un ensemble de transactions que l'on peut aujourd'hui faire très très facilement, à savoir, je sais pas moi, paiement de certaines factures, électricité par exemple, paiement du carburant dans les stations totales, d'argent, transfert de crédit, j'en passe. Donc, ça a permis de développer au-dessus de nouveaux services, qui est la logique même de ce que l'économie numérique emporte en termes de valeur ajoutée dans l'économie de notre pays. C'est-à-dire que sur les différentes plateformes et infrastructures déployées, on peut développer des formes de services qui étaient autrefois impossibles parce qu'on n'avait pas ces infrastructures-là. Donc beaucoup de prospectivistes disent d'ailleurs que cette économie va changer la façon dont l'industrie a été conçue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis de connaître ce qu'on a appelé la révolution industrielle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de révolution industrielle après celle qu'on a connue après les guerres. Donc c'est un changement total du paradigme dans la façon dont on va mener et gérer l'économie désormais dans le monde.
Donc, pour revenir aux méthodes de paiement, Orange et MTN Money, je disais tantôt, sont quand même assez répandus. Cependant, ils ne permettent pas de répondre de façon efficace aux besoins des plateformes de e-commerce, qui est de pouvoir effectuer une transaction complète sans avoir à se déplacer. C'est-à-dire quoi? Je me connecte au site du vendeur, c'est-à-dire au site, à la plateforme de e-commerce. Je commande un article et je le paye immédiatement en étant assis devant mon ordinateur sans avoir, et je complète la transaction jusqu'à ce que j'attende uniquement la livraison sans avoir à me déplacer ou à déplacer quelque que ce soit. Et ceci dans le monde entier. Voilà le challenge. Parce qu'une fois que ces plateformes seront ouvertes vers l'international, cela permettra, c'est-à-dire que forcément de d'accroître leur activité parce que leur visibilité sera aussi accrue, bien exponentiellement accrue, je veux dire, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le moyen de proposer leurs produits à l'étranger parce qu'ils ne seront pas encaissés l'argent des articles disponibles. Donc aujourd'hui, c'est ça la difficulté. Le marché est uniquement limité au cadre local du Cameroun parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas de moyen d'aller au-delà. Les banques n'offrent pas de système de paiement en ligne qui leur permettrait de résoudre ce problème. Donc, on peut voir cette illustration, cas pratique, je disais tantôt. On peut le voir avec des plateformes de e-commerce populaires hein, qui existent au Cameroun. Allons par exemple regarder. J'ai par exemple tapé sur Google site de e-commerce au Cameroun. J'ai trouvé un article intéressant qui me liste les 5 sites de vente en ligne les plus fréquentés, classés dans l'ordre de fréquentation, c'est-à-dire de la popularité du site, de la visibilité du site. On me dit par exemple que le premier site c'est jumia.cm. D'accord. Si je prends jumia.cm, que j'ouvre dans une autre fenêtre, je décide que je veux acheter un article sur Jumia, peu importe. Je sais pas moi, je clique sur les barres haut-parleurs que je vois ici. Haut-parleur, je dis que je veux acheter. Regardez ce qui m'est proposé. Payer cash à la livraison. Est-ce que vous voyez? Donc, payer cash à la livraison suppose que c'est le seul mode de paiement que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire que même ce qui est disponible en termes de mobile money n'est pas encore intégré ou implémenté dans les plateformes de paiement, de vente en ligne au Cameroun. Et dans la première que l'on peut constater ici. Et c'est pas le seul cas, hein, je vous rassure. Si je prends un autre site, je sais pas moi, il y a un site que j'ai souvent vu, celui-ci, Selam Quick VIP. Et que je décide d'acheter un article, quel qu'il soit, peu importe, c'est juste à titre d'exemple. On me dit que c'est en solde. Chaussures, slip, ok, prenons celle-là par exemple. C'est pas mal non plus. Je décide que je veux commander cette chaussure. Commander maintenant. Je choisis la taille. Ok, commander. Qu'est-ce qui se passe? Passer la commande. Regardez, on me renvoie vers une fenêtre qui me dit ajoutez votre adresse email et donnez vos informations de livraison. Ça suppose que le mode de paiement ici encore est cash à la livraison. Donc pour l'instant, on a une forme de pseudo plateforme de vente en ligne parce que la transaction n'est en fait pas complète en ligne. Ça suppose que la transaction se fait en deux étapes. Je commande, je paye à la livraison. Or, les plateformes de e-commerce évoluées fonctionnent telles que lorsque je passe ma commande, je la paye en ligne, j'attends la livraison. Tout ce qui se passe après mon paiement, c'est juste qu'il y a des accords, si vous voulez, des termes et conditions qui me permettent de réclamer au cas où je ne serai pas livré à temps ou autre chose. Mais j'ai complété la transaction en ligne
et le vendeur a déjà encaissé l'argent de l'article. Tout ce qui se passe après, ce n'est que la livraison. C'est comme ça que les grandes plateformes de e-commerce telles que Amazon, eBay, j'en passe, ont amassé des fortunes en une période de temps très réduite, si bien qu'ils ouvrent des entrepôts à travers le monde et à tout va. Parce que, à un certain moment donné, comme ils sont ouverts à l'international, les commandes effectuées à travers le monde entier prenaient trop de temps à être livrées parce qu'ils étaient basés aux États-Unis. Ils ont dû ouvrir des entrepôts dans chaque continent à peu près. Bon, en Afrique, je ne suis pas très sûr. Pour pouvoir réduire les délais de livraison et accroître nécessairement leur chiffre d'affaires parce que ça améliore la qualité de service. Au lieu d'attendre 2 semaines pour recevoir un article, on le reçoit désormais en 3 4 jours. Plus on est content, plus on achète. Donc voilà quel est le problème majeur de de nos plateformes de e-commerce au Cameroun. Ceci, je vous rassure, pourrait accroître de façon exponentielle, je le dis bien, leur chiffre d'affaires. Parce qu'il y a des produits typiquement camerounais qui pourraient à plusieurs titres intéresser les gens à l'international. Même dans la sous-région simplement, la sous-région Afrique centrale. Puisque on a des statistiques montrant que beaucoup de pays voisins viennent se ravitailler au Cameroun. Donc, de même que les commerçants camerounais pourraient commander facilement, comme c'est le cas aujourd'hui, leurs articles, leur stock à partir de la Chine par exemple, et être livrés au Cameroun. De la même façon, les Gabonais, les Équato-Guinéens, les Congolais pourraient commander facilement leurs articles au Cameroun à partir d'Internet et être livrés chez eux. Donc c'est très important. Et justement, il serait important déjà pour ces sites de commencer par implémenter ce qui est disponible. J'ai récemment vu, et je ne sais pas si je pourrais retrouver ça ici, une plateforme qui permet d'intégrer le paiement MTN et Orange Monnaie dans les sites web, dans les plateformes en ligne. Parce que pour l'instant, de façon triviale, c'est réservé, si vous voulez, aux téléphones, aux applications mobiles. Or, ces gens ont créé une plateforme d'intégration avec ce qu'on appelle une API, une application programmable qui permet d'ajouter comme mode de paiement dans les sites web le paiement euh, par mobile money, à savoir Orange ou MTN. Ça s'appelle Wikashop. Je crois que c'est toujours un Camerounais qui détient cela. Voilà donc des entreprises et des initiatives qui permettent d'améliorer effectivement le fonctionnement de l'économie numérique au Cameroun. Ça, c'est le dynamisme dont je parlais dans la première vidéo, où les gens cherchent à résoudre des problèmes ponctuels. Celui-ci en étant un. Donc, Catch-up est une application universelle qui permet d'intégrer les modes de paiement Orange et MTN Money dans les sites web existants. Bon, pas qu'au Cameroun, hein, ça s'étend sur plusieurs pays de la zone africaine. Donc, ce serait intéressant pour cette plateforme, pour ces propriétaires de sites de vente en ligne au Cameroun de pouvoir déjà intégrer ceci comme solution existante avant qu'on ne passe à la prochaine que je proposerai. Donc, celle-ci vient de me sauter aux yeux comme ça. Donc, voilà une démonstration que je voulais faire. A contrario, par exemple, si je prends une plateforme internationale comme AliExpress, que je choisis un article de la même façon que j'ai fait totalement, regardez à peu près le nombre de moyens de paiement que j'ai à ma disposition. Regardez, regardez. On a Visa, Master Electro, American Express, Western Union et j'en passe. On a une dizaine de modes de paiement, y compris la méthode que je proposerai comme solution plus tard, qui elle est plus facile à intégrer et plus révolutionnaire en quelque sorte. Ces méthodes-ci ne sont pas disponibles au Cameroun. D'abord parce que les promoteurs ne trouvent pas le marché attractif. Par exemple, PayPal, qui est une méthode très populaire, je vois pas ça ici, qui est une méthode très très populaire, avait décidé à un moment d'ouvrir sa plateforme à la zone Cameroun, mais n'a pas jugé opportun de pouvoir maintenir parce que le trafic, le nombre, si vous voulez, la quantité de transactions ne justifiait pas le maintien de cette activité dans ce pays-là. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'on a déjà évoquées, parce que taux de bancarisation faible, parce que.
Parce que c'est des plateformes qui fonctionnent comme des vitrines. Au-delà des Visa, Mastercard qui sont des cartes en elles-mêmes, d'autres sont à peu près des interfaces sur lesquelles on connecte ou on ajoute ces cartes Master, Visa ou les comptes bancaires. Or, e-banking non fonctionnel, taux de bancarisation faible, utilisation des cartes bancaires faibles. Donc, des raisons qui font que les méthodes de paiement en ligne ne peuvent pas être optimum ni développées dans notre pays actuellement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer un peu en tant que cas pratique. Cela étant dit, nous pouvons passer à la suite de notre présentation. Je propose donc ici le Bitcoin comme étant une solution révolutionnaire pour résoudre définitivement et de façon durable ce problème. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par une petite citation de Milton Friedman qui disait en 1999: une chose qui manque est un système de paiement sécurisé qui permettra de transférer des fonds d'une personne A à une personne B sans qu'ils ne se connaissent. De la même façon que je vous tends un billet de 20 dollars, c'est-à-dire un équivalent numérique de l'utilisation du cash tel qu'on le connaît aujourd'hui. De la même façon que je vous tends de l'argent directement en main, de paiement de vous à moi, Bitcoin vient être l'équivalent numérique de cette façon de fonctionner là. C'est pourquoi on appelle ça abusivement porte-monnaie avec système de téléportation. C'est à contrario du système bancaire actuel où, quelle que soit la transaction que j'effectue d'un point A à un point B, elle transite toujours par un intermédiaire qui est soit une banque, soit une plateforme de transfert d'argent que l'on verra plus tard, à savoir Western Union, MoneyGram ou les autres. Donc c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, créé en 2009 par un informaticien qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, dont pour l'instant le véritable nom ou la véritable identité reste inconnue. Ça désigne une monnaie cryptographique, d'où le nom crypto-monnaie, c'est-à-dire monnaie encryptée et sécurisée, utilisée dans le cadre des systèmes de paiement numériques dits peer-to-peer, basés sur la technologie blockchain. C'est quoi le peer-to-peer? Le peer-to-peer, c'est d'égal à égal, c'est d'un point A à un point B sans intermédiaire. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on appelle peer-to-peer dans l'environnement numérique et de façon globale d'ailleurs. Donc le Bitcoin désigne une monnaie cryptographique utilisée dans le cadre de systèmes de paiement numérique dit peer-to-peer basé sur la technologie blockchain. Nous reviendrons largement sur la partie technologie blockchain dans une prochaine vidéo parce que c'est un domaine en soi. Mais il est important de noter que c'est une technologie elle-même particulièrement révolutionnaire qui permet le déploiement de la crypto-monnaie Bitcoin de façon sécurisée en quelque sorte, décentralisée et de façon pérenne parce que ça a des propriétés intrinsèques qui permettent d'assurer euh, l'autorité de confiance traditionnellement confiée à une tierce partie et donc qui permet de valider des transactions de façon sécurisée et de façon et de certifier voilà, ces transactions en quelque sorte. Donc c'est quoi les promesses du Bitcoin? Le Bitcoin est la première devise monétaire électronique décentralisée. Décentralisée comme pour dire qu'elle n'est pas contrôlée, elle n'est contrôlée par aucune banque centrale. C'est-à-dire que le principe même de la technologie blockchain qui la sous-tend fait qu'elle n'est contrôlée par personne en réalité. On parlera de la technologie plus tard pour que tout le monde comprenne le bien fondé de ce principe de décentralisation. Des transactions quasi instantanées de personne à personne. Tout ce dont on a besoin pour effectuer une transaction Bitcoin, c'est une connexion Internet et c'est de créer son portefeuille, son porte-monnaie numérique. C'est tout. Dès que c'est fait, la transaction se fait de façon instantanée, comme toute communication Internet de nos jours, comme la messagerie instantanée si vous voulez. Comme je vous écris sur Skype et vous recevez immédiatement. C'est à peu près dans cet ordre-là qu'une transaction Bitcoin s'effectue. Avec aucun ou très peu de frais. Ça, c'est l'une des
révolution de ce système parce que ça rend complètement caduque toute autre forme de transfert d'argent existant aujourd'hui qui impute des frais énormes proportionnels au montant transféré. Ce n'est pas du tout le cas dans le transfert Bitcoin. C'est un équivalent parfaitement fonctionnel. On le verra plus tard. Donc, avec le Bitcoin, ce qui corrige et qui vient comme étant une réponse au problème dont on parlait tout à l'heure, à savoir les méthodes de paiement en ligne, il n'y a pas de notion de pays, de conditions préalables ou de limite à beauté. Il n'y a pas de question de frontière avec le Bitcoin, puisque la limite c'est Internet. La seule frontière possible du Bitcoin c'est Internet. Contrairement aux méthodes de paiement Orange ou MTN Money, dont on a vu tout à l'heure, qui même implémentées dans les sites web aujourd'hui, ne résolvaient le problème que dans un cadre local. Autrement dit, je ne pourrais pas effectuer un paiement à quelqu'un qui vit à l'étranger parce qu'il n'aurait pas le même numéro, n'aurait pas le numéro de l'un de nos opérateurs, MTN ou Orange. Donc, la méthode du Bitcoin permettra d'ouvrir complètement le mode de paiement à l'international et permettre que tout le monde, où qu'il soit parti dans le monde, puisse effectuer un paiement sur les plateformes hébergées au Cameroun. Très important et capital. Puisque c'est une monnaie décentralisée, non contrôlée par aucun gouvernement ni par aucune banque centrale, votre compte ne peut être bloqué ou confisqué par personne. Personne ne fixe la limite de vos transactions. Personne ne contrôle le flux de vos transactions. Personne n'a la main mise sur aucune des transactions que vous effectuez. Vous êtes votre propre banque et seul maître de votre propre transaction. Donc, on l'a tantôt dit, moins de 3% d'Africains détiennent une carte de crédit. Donc, l'une des raisons pour lesquelles un mode de paiement alternatif serait important, parce que l'accès aux cartes de crédit suppose l'accès à un compte bancaire, suppose une activité derrière, suppose le respect de toutes les conditions posées par les différentes banques pour pouvoir accéder à un compte bancaire et donc à une carte de crédit. Il est aussi établi que plus de 40 milliards de dollars sont transférés vers le continent africain chaque année. 40 milliards de dollars venant de tous les pays du monde vers l'Afrique. Et appliquer à ces 40 milliards de dollars une commission ou si vous voulez des frais de transfert d'environ 5 à 12% en fonction de la plateforme utilisée, à savoir Western Union, MoneyGram, WorldPay ou j'en passe. Vous constatez que chaque année, les Africains perdent environ en frais de transfert 5 à 10 milliards carrément. 5 à 10 milliards de frais de transfert uniquement sont perdus par les Africains. Je crois que c'est le chiffre réel, si je ne me trompe pas, que j'ai vu récemment dans un autre document. Bon, qui ne se vérifie pas avec les 40 milliards énoncés ici, mais qui reste à confirmer. On est dans cet ordre-là, c'est cette proportion, ça c'est sûr. 5 à 10 milliards de dollars perdus chaque année comme frais de transfert vers l'Afrique. C'est énorme. Et c'est évitable désormais. Tout ça parce que Western Union, MoneyGram et j'en passe ont le monopole sur le marché. Il n'y avait pas autre chose comme solution alternative. L'Africain n'ayant pas le choix que de transférer l'argent vers le continent, était obligé de payer ces frais exorbitants. Ce qui, d'une façon ou d'une autre, limitait, si vous voulez, le nombre de personnes qui transféraient. Parce que quelqu'un qui a, je sais pas, une faible somme à transférer ne va pas aller pour payer la moitié de cette somme-là en frais et transférer le reste, ça n'aurait pas de sens. Donc, de même que l'arrivée de l'email a révolutionné la poste dans le passé, à savoir la poste qui devait contrôler, qui devait vous connaître personnellement, qui appliquait des frais importants aussi, des variables en fonction des destinations. Le transfert du courrier pouvait prendre beaucoup de temps, un temps variable d'ailleurs en fonction des destinations aussi. Tous les individus ne sont pas accessibles via ce système d'ailleurs. Avec des mails, on a résolu le problème destinataire. Vous pouvez être n'importe où, vous recevez votre adresse email à un coût presque
à taux nul à peu près. L'envoi et la réception sont quasiment instantanés, ça on le dit pas assez. Et toute personne ayant un accès à Internet peut recevoir une adresse email. C'est-à-dire qu'à terme de comparaison, voilà à peu près comment le Bitcoin rend aussi désuet les systèmes de paiement actuels ou bien les systèmes bancaires traditionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que vous soyez enregistré dans une banque qui vous a octroyé une adresse, un compte bancaire, souvent obtenu contre un abonnement annuel, donc des frais. Vous devez utiliser le système bancaire et ses normes, les conditions que beaucoup ne peuvent pas respecter à cause de l'état de précarité de certains, de la plupart d'ailleurs, c'est connu. Il peut y avoir des frais en fonction des banques et en fonction des pays où vous envoyez de l'argent. Un virement peut aussi prendre un temps très variable, surtout si vous le faites vers l'étranger, à cause d'un certain nombre de contrôles institués par, euh, si vous voulez, le transfert interbancaire et autres. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à un compte bancaire. Ça, c'est une donnée, c'est une statistique connue aussi. Avec le Bitcoin, vous pouvez vous-même créer un compte pour recevoir et envoyer des bitcoins sans avoir besoin de faire appel à une autorité centrale et sans condition préalable. Et cette démarche ne vous prend que 5 minutes. On verra ça dans la prochaine vidéo, comment créer son propre compte Bitcoin et comment l'approvisionner pour être opérationnel et actif immédiatement. 10 minutes après, vous pouvez envoyer et recevoir des bitcoins. Vous pouvez envoyer instantanément des bitcoins à n'importe qui, peu importe où il se trouve dans le monde. Et à un coût proche de zéro, là, les frais de transaction sont très très faibles. Et peu importe où la personne se trouve, si l'accès à Internet, c'est quasiment instantané. Toute personne ayant un accès à Internet peut créer son compte et ça ne coûte rien pour créer le compte. Les plateformes de création de compte sont gratuites. C'est instantané et ça nous permet, et vous n'avez pas besoin de vous enregistrer auprès de qui que ce soit. Voilà en quoi le Bitcoin peut être révolutionnaire. La valeur actuelle du Bitcoin, son poids dans le marché actuel, son poids actuel est d'environ 18 milliards de dollars. Comprenez bien. Cette monnaie qui a été créée en 2009. D'ailleurs, après, c'est une conséquence de la crise financière de 2008 qui a mis des subprimes dont tout le monde a parlé, qui a mis beaucoup de pays en crise. Le Bitcoin a été créé comme une alternative, c'est-à-dire que comme un moyen différent, parallèle au système financier actuel, de pouvoir, si vous voulez, donner accès au monde financier au plus grand nombre sans être soumis aux conditions et aux contrôles et au trafic qui se passe dans le système financier actuel. C'est ça le Bitcoin. Et sa valeur grandit en fonction, sa valeur évolue en fonction de la confiance que les utilisateurs eux-mêmes placent dans le Bitcoin, puisque personne ne fixe la valeur comme pour les monnaies fiduciaires connues actuellement. Personne ne fixe la valeur du Bitcoin. La valeur du Bitcoin varie en fonction du poids de son utilisation, en fonction de la confiance grandissante que les utilisateurs font à cette monnaie de façon progressive. On peut donc voir que le Bitcoin qui avait un équivalent en 2013 à peu près de 80 dollars pour un Bitcoin est aujourd'hui au moment où on parle à environ 1200 dollars. 1200 dollars. Et sa valeur va encore grandir à cause de ses propriétés intrinsèques et à cause de la prédictibilité ou bien de la prévisibilité que cela peut apporter à un certain nombre d'investisseurs. Et plus d'investisseurs lui feront confiance, plus elle prendra de la valeur. D'ailleurs, ce mois de mars 2017, pour la première fois, le Bitcoin a valu plus que de l'or sur le marché international. C'est incroyable. Pour une monnaie aussi jeune, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça s'installe durablement comme étant ce qu'on dit un asset de valeur, de vraie valeur, c'est-à-dire comme étant une réserve d'échange qui va permettre aux grands investisseurs de conserver leur richesse. Voilà en quoi le Bitcoin va devenir encore plus important dans le futur
dans les jours, dans les années à venir. C'est une monnaie qui fait trembler le monde financier. D'ailleurs, beaucoup de grandes banques, BNP Paribas, euh, beaucoup de grands groupes, de grandes banques, UBS, je crois, et d'autres encore, Crédit Suisse, sont en train de développer, d'avoir des départements complets pour s'arrimer, si vous voulez, aux nouvelles formes de services qu'offre le Bitcoin et de l'intégrer dans leur catalogue de services d'ailleurs pour que leurs propres clients commencent à être suivis par eux-mêmes pour gérer leur portefeuille en Bitcoin. Ils savent qu'à un moment donné, les services traditionnellement fournis seront dépassés. Donc le Bitcoin est en train de surclasser toute forme de services bancaires offerts par les banques traditionnelles aujourd'hui. Donc, si on entre dans le cadre des transactions, c'est quoi? Comment est-ce que c'est facturé une transaction en Bitcoin? Les transactions représentent le transfert de Bitcoin entre les participants du système. C'est-à-dire que je suis, je sais pas moi, à Paris, sur le point A, je vais envoyer des bitcoins à quelqu'un qui est à Douala au Cameroun, qui est le point B. Nous sommes tous des participants du système Bitcoin du moment où on crée notre portefeuille numérique. Donc une analogie avec le chèque, c'est quoi? Pour qu'une transaction Bitcoin soit créée, soit effectuée, elle est créée localement. C'est-à-dire que c'est l'émetteur qui crée la transaction. Il signe la transaction de façon numérique. On entrera dans les détails techniques après. Il la transmet sur le réseau. Le réseau valide la transaction, la distribue aux autres nœuds du réseau pour l'intégrer dans le grand livre de compte numérique qu'on appelle blockchain. Le blockchain entérine la transaction et dès qu'elle est enregistrée dans le blockchain, elle est non répudiable. C'est-à-dire que personne ne peut venir dire après qu'elle n'avait pas eu lieu. Ce n'est plus possible. Elle est non répudiable. Dès qu'elle est entrée dans la chaîne de blocs, c'est définitif. Donc, ça se passe comment concrètement? Une personne veut acheter quelque chose en ligne en utilisant les bitcoins. Comme on a vu tout à l'heure sur les sites de vente en ligne, je choisis mon article et parmi les méthodes de paiement, j'ai bitcoin. Donc, les bitcoins sont dans mon porte-monnaie numérique électronique en réalité. Quand je clique sur acheter avec les bitcoins, ça me renvoie vers mon porte-monnaie numérique. Ça me donne l'adresse de destination à laquelle je dois envoyer les bitcoins. Ça me renvoie vers mon porte-monnaie numérique où j'insère cette adresse de destination. Je mets la valeur, l'adresse de destination correspond à l'adresse du vendeur et du commerçant. Je mets la valeur en bitcoin de ce que je veux envoyer correspondant au montant de vente de l'article. Je crée donc un ordre qui est crypté que j'envoie sur le réseau. L'ordre est validé sur le réseau. Dans le même temps, le propriétaire de l'ordinateur à l'origine de la validation est payé en bitcoin. C'est-à-dire qu'on appelle ça le mineur. Celui qui valide la transaction que j'ai envoyée sur le réseau, qui valide le premier la transaction que j'ai envoyée sur le réseau, est récompensé en bitcoin. Le minage, on le verra après, ça entre dans les détails techniques de la technologie en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a la fonction monétaire au-dessus, mais il y a la technologie derrière qui explique comment cette monnaie fonctionne. L'ordinateur du vendeur reçoit le paiement qui a été confirmé par le mineur. Et puis les bitcoins sont déposés dans le porte-monnaie électronique du vendeur. Et donc, on me confirme le paiement de l'article. J'attends juste sa livraison. Voilà comment une transaction, la description d'une transaction en bitcoin en quelque sorte. Donc, contrairement à un paiement par carte de crédit, une transaction bitcoin ne contient aucune information sensible. C'est-à-dire que dans la description de la transaction, je ne vous ai dit à aucun moment que j'ai dû mettre mon nom, mon adresse, mes données personnelles et tout le reste. Pas du tout. Ça peut arriver quand je crée mon porte-monnaie numérique, mais ce n'est pas automatique dans le cas d'une transaction Bitcoin entre un point A et un point B. Donc pour une transaction donnée, tout ce dont j'ai besoin, c'est l'adresse euh, du destinataire, du récepteur des bitcoins, qui est un équivalent de son adresse email ou quelque chose comme ça, qui me permet juste d'effectuer la transaction en son nom. C'est-à-dire que d'envoyer la transaction à cette adresse, comme c'est lui qui la détient, c'est lui qui la recevra nécessairement. On peut donc l'envoyer sans risque et à n'importe quel nœud bitcoin. Une fois que la transaction est arrivée sur le nœud,
Celui-ci se chargera, si elle est valide, de la propager sur l'ensemble du réseau Bitcoin. Ça entre encore dans le processus technique dont on parlera plus tard. La transaction, l'ensemble du réseau est décentralisé, donc les nœuds sont à des endroits différents du monde entier. Chaque nœud ou ordinateur, le nœud ici c'est un ordinateur recevant une nouvelle transaction, va la propager à 3 ou 4 nœuds qui la propagera à d'autres pour que l'ensemble du réseau ait la même information de la transaction. Toute transaction effectuée reste publique. Il n'y a pas mon nom sur la transaction, donc c'est ça l'anonymat. Mais la transaction en elle-même, avec les détails de la transaction, reste publique dans la blockchain pour que pour qu'elle soit auditable au besoin. Donc, c'est un système décentralisé, mais c'est un système public aussi. C'est ça son intérêt. Donc, si on entre à peu près dans la description de cette technologie qu'on verra en détail plus tard, le blockchain est le registre global de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis la création du Bitcoin. C'est-à-dire que le blockchain, c'est le plus grand livre de compte numérique existant qui permet que si l'on veut retracer une transaction qui a eu lieu même en 2009 au commencement du Bitcoin, on peut la retrouver. Elle est là, elle a été effectuée, elle a été gravée comme dans du marbre. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle transaction qui est effectuée, elle est enregistrée de la même façon et encryptée et intégrée dans la blockchain telle qu'elle peut être retrouvée à tout moment. On peut donc se le représenter comme un fichier dans lequel s'empilent les uns sur les autres les groupes de transactions validés appelés blocs. Donc c'est les groupes de transactions validés qu'on appelle blocs qui mis ensemble constituent la chaîne des blocs, d'où le nom en anglais blockchain. Chaque bloc de transaction est identifié par un hash calculé qui représente son contenu. Un hash ici, c'est une valeur, euh, si vous voulez, mathématique calculée en fonction d'un contenu précis qui permet de vérifier l'intégrité de ce contenu. Si bien que s'il y a la moindre modification que ce soit dans le contenu, le hash est immédiatement, c'est-à-dire que est inconditionnellement différent. Il n'est pas possible d'avoir le même hash pour deux contenus différents. C'est ça qui permet de vérifier l'intégrité des données à travers sa transmission dans le réseau. Très important, c'est une fonction de cryptographie et de sécurité informatique qu'on verra dans la discussion de la technologie. Le bloc sert de fondation au bloc suivant. Chaque bloc sert aux fondations au bloc suivant qui, quand il représente dans son en-tête le hash de son père. Bon, on verra la chaîne de blocs en détail plus tard. Je voulais juste ici vous donner un aperçu de ce que c'est que la technologie sous-jacente qui permet de sécuriser les transactions en Bitcoin et montrer en quoi le système monétaire numérique Bitcoin reste fiable. Donc c'est une représentation schématique de ce que serait un bloc, une blockchain, une chaîne de blocs si vous voulez. On a trois blocs là et puis voilà une représentation, euh, comment je dirais, concrète d'une transaction de Bitcoin où on peut voir les adresses sources, les adresses de destination et les adresses précédentes par lesquelles les Bitcoins sont arrivés. Détail à revoir aussi plus tard. Donc si les comptes sont bien anonymes, les transactions, elles sont publiques et peuvent toujours être retrouvées dans la blockchain. Ça, c'est ce que je voulais pointer en fait. Le Bitcoin n'est pas l'incarnation de l'autorité d'un État, d'une banque ou d'une entreprise. Sa valeur est donc très liée à la valeur perçue par ses utilisateurs. D'aucuns appelleraient ça faiblesse, mais cette propriété a été prévue par les concepteurs du Bitcoin elles-mêmes pour permettre que la valeur ne soit accaparée par personne. Puisque du moment où sa valeur peut être décidée par un groupe de gens uniquement, c'est une monnaie qui peut être manipulable et maîtrisable. Or, ce n'est pas son but. Le but du Bitcoin est qu'elle puisse être d'une certaine façon démocratique. C'est-à-dire que son fonctionnement n'est régi que par ses propres utilisateurs et ses propres utilisateurs uniquement. Et même si un de ces utilisateurs voulait par des méthodes que ce soit prendre le contrôle, il lui serait impossible parce que le système, la technologie ne le permettrait pas. La technologie telle qu'elle est conçue ne le permettrait pas aujourd'hui. Donc c'est très important à comprendre.
c'est énoncé par les détracteurs du Bitcoin comme étant une faiblesse. Mais comme c'est prévu dans son fonctionnement, pour moi, ça n'en est pas une, effectivement. Comme cette autre faiblesse, dite faiblesse, où on dit la monnaie est déflationniste car limitée à 21 millions de bitcoins. Le bitcoin a la particularité que à sa création, on a défini le nombre maximum de bitcoins qui sera créé et le mécanisme par lequel ce nombre-là sera créé. Donc, son ascension, si vous voulez, son évolution est plus ou moins prévisible. Mais, ceci le rend d'autant plus intéressant que comme on connaît déjà quel sera le nombre maximum, on sait qu'à un moment donné ce sera rare et donc sa valeur augmentera nécessairement. En fait, c'est pour ça que les concepteurs ont prévu ce mécanisme pour s'assurer que à tout moment le Bitcoin gagne une valeur importante parce que la rareté crée la valeur. Ça c'est clair, les économistes pourraient mieux l'expliquer. Donc pour moi, ça aussi, ce n'est pas une faiblesse en soi, ça reste un avantage puisque c'est prévu par la conception et la technologie elle-même. D'aucuns pourraient parler d'aucun système de recours. Ce qui reste encore ici normal entre guillemets parce que chacun est propre maître de ses transactions. Comme chacun est sa propre banque, chacun assume les risques liés à l'utilisation de ses propres bitcoins. Ça, c'est important à comprendre. Donc, comme la monnaie est accessible à tous, elle peut représenter un attrait fort pour les activités illégales. Bon, bien que ce soit plus ou moins faux parce que désormais, il y a des, comment dirais-je, des unités complètes dans des polices internationales, Interpol ou bien des polices locales comme le FBI par exemple, qui a une unité complète pour traquer des criminels qui utilisent ce type de monnaie cryptée là. Bon, ceci peut être considéré comme un inconvénient, mais ne surpasse pas tous les autres avantages liés à l'utilisation qu'on pourrait en faire de façon honnête et de façon sincère. Parce que même si au début, comme d'habitude, les criminels ont senti que c'était une opportunité pour eux, ils n'ont pas attendu ça pour pouvoir mener les activités, puisqu'il y a toujours le blanchiment d'argent et autre chose. Par contre, le Bitcoin peut apporter, et surtout en Afrique, au Cameroun en particulier, d'autres valeurs, d'autres opportunités qui ne sont pas possibles avec les systèmes de paiement actuels. Ça, c'est une évidence. En conclusion, donc, pour récapituler à peu près les risques et les avantages, le Bitcoin est une monnaie qui permet l'irréversibilité des transactions. Une fois qu'une transaction est effectuée, elle est irréversible, non répudiable. Donc, la source et la destination doivent se connaître. On doit savoir à qui on envoie l'argent. C'est du pied to pied. J'envoie à quelqu'un que je connais, aucun intermédiaire, personne ne peut intercepter. Dès que j'ai envoyé, je ne peux pas nier que je l'ai fait. Donc, chacun étant sa propre banque est responsable de son action. Le transfert, ça permettra un transfert rapide à l'échelle internationale et l'amélioration, si vous voulez, du commerce en ligne. Dès que les plateformes de vente en ligne et de e-commerce au Cameroun auront pu intégrer le Bitcoin comme modèle de paiement, non seulement ils seront ouverts à l'international, mais les Camerounais eux-mêmes, en s'habituant à pouvoir utiliser le Bitcoin comme étant un modèle de paiement, un mode de paiement désormais, ceci va accroître aussi l'activité en interne. Ça, c'est une évidence parce que le Bitcoin se positionnant comme étant une alternative au système bancaire traditionnel et à ses limites, va développer d'autres formes de services encore qui ne sont pas actuellement possibles avec les systèmes de paiement qui sont disponibles au Cameroun. On le verra certainement dans les années à venir avec son déploiement progressif. D'abord, il faut que les populations puissent s'approprier de cette nouvelle technologie aussi qui entre dans le cadre concret de l'économie numérique et pouvoir en faire les différents usages possibles, tous les différents usages possibles et bénéfiques pour notre environnement, parce qu'il y en a tellement que on ne pourrait pas tous les faire, mais il est bon que chacun s'approprie l'usage qui lui correspondrait le mieux. Pour ma part, par exemple, le transfert d'argent est une étape facile, évidente et utile à implémenter, à traverser tout de suite.
C'est vrai que beaucoup de gens restent encore sceptiques quant à son utilisation. D'abord parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est, et parce qu'ils ont des appréhensions sur l'utilisation quant à la difficulté à pouvoir effectuer des transactions. Mais avec le temps et avec de la pédagogie et de l'information, les gens comprendront quel est le bien fondé de son utilisation et pourront, par exemple, de façon basique, commencer par recevoir l'argent qu'ils reçoivent constamment de l'étranger en Bitcoin. Ils verront comment, euh, quelle est la facilité de ce type de transaction. Le défi actuel et la limite importante pour l'instant étant que, comme euh, les commerces, les marchés, les commerçants et les autres, l'environnement économique n'est pas encore complètement transformé. Pour l'instant, même si on reçoit de l'argent en Bitcoin, il faudrait quand même le convertir en CFA pour pouvoir l'utiliser. Donc, l'objectif est de pouvoir évoluer vers euh, des commerces qui acceptent les paiements aussi en Bitcoin, comme en franc CFA. Ça, c'est le but à moyen terme. À court terme, il est déjà important que les gens s'informent de ce que c'est. À moyen terme, il est important que la plupart des petits commerces, des moyens, des grandes surfaces d'ailleurs, s'arriment à recevoir des paiements en Bitcoin puisqu'ils n'ont rien à perdre à cela. Et à long terme, donc, que tout le monde puisse effectuer, enfin la plupart en tout cas. Ceci n'est pas une alternative directe à la monnaie d'un pays parce que ceci n'est pas contrôlé par un pays. Ça n'enlève pas au pays de pouvoir contrôler sa propre devise. Ça, c'est autre chose. Mais en termes de services bancaires, ceci est une alternative concrète pour pouvoir réaliser toutes les opérations et les transactions bancaires dont on a quotidiennement besoin. Donc voilà de façon globale ce que je me proposais de vous donner aujourd'hui comme étant ma part de solution aux méthodes de paiement en ligne. J'entrerai dans les détails techniques de ce que c'est que le Bitcoin et la blockchain, qui est la technologie sous-jacente, dans une prochaine vidéo pour ceux qui seraient intéressés par cela. Puis je pourrais même proposer certains liens pour que vous puissiez entrer encore plus en détail si vous voulez savoir effectivement comment ça marche et quelles sont les utilisations que vous pouvez en faire. Mais je voulais juste attirer l'attention sur les propriétaires de plateformes de e-commerce ou bien de vente en ligne qu'il y a un moyen de paiement qui, intégré, l'intégration est d'ailleurs facile à leur plateforme, pourrait leur permettre déjà à eux d'accroître leur chiffre d'affaires et de s'ouvrir à l'international de façon immédiate, tout en informant aussi le grand public sur le bien fondé de cette nouvelle monnaie qu'il serait bien d'appréhender aussi, de s'accaparer pour pouvoir retirer les bénéfices que cela peut nous offrir, les différents bénéfices que j'ai évoqués précédemment, tantôt en termes de transfert d'argent, en termes de faciliter les services, en termes de crowdfunding, de plateforme de financement participatif qui permet de financer certains projets locaux, très importants. Ça permet aux gens à travers le monde de pouvoir participer au projet, de pouvoir apporter leur part de financement au projet sans avoir à se déplacer, sans avoir à effectuer un virement, sans avoir à effectuer un transfert d'argent. C'est très très facile, les utilisations sont multiples. Donc il est bon. J'ai pris l'aspect e-commerce, mais il y a beaucoup d'autres formes d'utilisation qui intéresseraient d'autres formes d'entrepreneurs, d'autres groupes d'entrepreneurs. Je n'ai pas parlé du crowdfunding en détail, mais c'est un avantage tout aussi important. Donc il était urgent pour moi d'en parler pour que chacun puisse s'informer, s'imprégner de cette nouvelle technologie qui sera un pivot, qui sera une pièce maîtresse dans le déploiement de l'économie numérique au Cameroun. Ça, j'en suis certain. Donc, merci d'avoir regardé cette autre vidéo et j'espère que vous en avez tiré quelques informations utiles comme ça et à bientôt pour la prochaine vidéo, certainement dans les jours à venir. Merci.